Bulle de vie, le balado de l'Aquarium du Québec. Bienvenue à ce premier épisode de Bulle de vie, le balado de l'Aquarium du Québec. Mon nom est Stéphanie Tremblay. Je travaille aux communications à l'Aquarium du Québec depuis quelques années déjà. Et mon rôle, c'est vraiment de mettre en valeur les animaux de l'aquarium et également ceux qui en ont soin chaque jour. Alors, j'ai la chance d'animer ce balado. Chaque semaine, on aura un animal différent qui sera à l'honneur, que ce soit pour parler de ses habitudes de vie, les particularités des spécimens qu'on a à l'aquarium, les méthodes d'entraînement, les soins appropriés et tous les faits intéressants qui sont méconnus du grand public. Alors, bien sûr, je ne serai pas seule. Je serai entourée d'une foule de spécialistes de l'aquarium qui travaillent chaque jour avec les animaux et qui viendront nous partager leur expertise. Alors, on commence ça en force cette semaine et c'est le cas de le dire. Notre animal vedette, c'est l'un des prédateurs terrestres les plus dangereux au monde et j'ai nommé l'ours blanc. Pour en parler, nous avons 3 invités cette semaine et j'ai nommé Cléo-Claire Carrier et Lorraine Gabrielle Diaz-Dantas, toutes les deux entraîneuses et mammifères marins. Bonjour, mesdames. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Également, on a Marie-Pierre Lessard, qui est la directrice de la conservation. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour. Alors, on va commencer avec toi, Cléo. D'abord, j'aimerais ça que tu nous parles des ours blancs de l'aquarium, leur nom, leur âge, leur trait de caractère. Oui, en fait, à l'aquarium, on a 3 ours blancs, 3 mâles. On a Kinoke et Shuka qui nous proviennent de Saint-Félicien, qui sont présentement âgés de 7 ans. Et on a aussi Humphrey qui nous provient du zoo de Toronto, qui est âgé de 13 ans, qui va avoir 13 ans, en fait, cette année. Puis, est-ce qu'on peut parler un peu de leur... Est-ce qu'il y a des traits de caractère oui, ou sont oui. sûrement pas tous pareils? Non, ils ont quand même des caractères bien différents. Là. On a Humphrey, si on commence par lui, c'est notre petit sensible, on pourrait dire. Il est plus un petit peu proche de ses émotions, on pourrait dire, très doux avec l'humain, avec ses entraîneurs. À l'inverse, ensuite, on a Shuka, qui est un bon caractère, qui sait s'exprimer et dire quand ça fait pas son affaire. Et on a Kino qui est un peu entre les deux, qui, quand il est pas dans sa période trop hormonale, va être vraiment un très bon ours, très calme, très participatif aux entraînements. Mais des fois, il y a ces petites périodes-là qu'on dit entre nous un petit peu plus boubou. OK, un peu bougon. Un petit peu bougon, mais pas si pire. Là. Il y a quand même un très bon caractère. Et est-ce qu'ils s'entendent bien, les 3 ensemble? Oui, les 3 s'entendent super bien. Quand on est dans la période hivernale, là, on voit une petite histoire d'amour là, entre Kinook et Humphrey. Cette année, Kinook et Shuka sont proches aussi. Donc, ça varie vraiment d'une année à l'autre, là, la relation. Même dans l'année, la relation va varier, mais tout au long de l'année, les 3 mâles s'entendent vraiment bien. Là, on est chanceux. Puis quand on dit qu'ils sont en amour, en tout cas amitié, ça veut dire qu'ils jouent ensemble? Ils se collent? Oui, ben là, c'est sûr qu'on a seulement des mâles, mais Kinook va être comme un peu en admiration avec Humphrey. Donc, il va aimer ça, le regarder, le suivre, donc participer un peu à tout ce qu'il fait. Même des fois, il va être un petit peu protecteur envers lui. Cette année, on le voit un petit peu moins. Donc, comme je dis, d'une année à l'autre, ça change vraiment beaucoup. Mais leur relation, là, on est vraiment chanceux parce que nos 3 ours s'entendent vraiment bien. Parce que ça pourrait aller un peu moins bien. Oui, c'est sûr. On a quand même 3 mâles quand même matures. Donc, on pourrait avoir certaines interactions un petit peu plus agressives. Je dis pas qu'on en a aucune, mais on n'a pas des interactions agressives graves. Souvent, c'est plus du jeu qui est un petit peu plus fort. C'est sûr que des ours qui jouent, c'est pas comme des chiens qui jouent. Donc, c'est plus impressionnant. Des fois, ils peuvent avoir du sang, même. Parfois, s'ils se On mordent. voit quelques petites blessures, mais souvent, en 1 heure ou 2, on n'aperçoit même plus la blessure, c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme... Ça reste quand même des ours qui jouent ensemble. Donc, ça a des bonnes dents, des bonnes griffes. Des fois, un petit coup mal placé, ça peut faire des petites blessures. Mais c'est jamais des blessures qu'on pourrait dire vraiment intentionnelles d'une grosse bataille là, d'un mâle qui voudrait vraiment blesser gravement l'autre mâle. Donc ça, on n'a pas eu ça. On touche du bois. Mais on a quand même des bons caractères là, dans le groupe. Donc, toi, tu es entraîneuse d'ours blancs. Tu entraînes d'autres animaux, mais entre autres, les ours blancs, ça se place bien dans une conversation. Oui. C'est quand même un peu impressionnant. Qu'est-ce que ça fait dans le quotidien, une entraîneuse
d'ours? Ben en fait, on s'occupe des animaux, dont les ours, vraiment de façon journalière. Donc, tout ce qui entoure leurs soins, l'alimentation, la gestion des diètes, la préparation, évidemment le nettoyage, mais aussi l'entraînement. Donc, on est entraîneur. Donc, on va travailler avec les ours là, en conditionnement opérant, donc en renforcement positif, pour aller chercher des comportements là, pour les faire souvent participer le plus possible aux soins. Sinon, ben on a aussi la gestion des problèmes de santé, si jamais il y en a. Ouais. Donc, des fois, on peut être appelé à... Ça aussi, ça se place bien dans une conversation, à faire la route avec notre ours. Jusque, exemple, à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe, si jamais il y a des examens plus poussés là, qu'on ne peut pas faire de façon volontaire. Et évidemment, à faire des rapports là, journaliers au vétérinaire quand on a des problèmes de santé, là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier dangereux? Parce que c'est quand même un des animaux les plus dangereux au monde. C'est sûr qu'avec les ours, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'une erreur pourrait être fatale. Chaque année, dans le monde, dans les institutions zoologiques, il y a des accidents, il y a des gardiens, des entraîneurs, malheureusement, qui perdent la vie. Donc, il faut toujours garder ça en tête. On a un protocole très serré de sécurité à l'aquarium. Encore une fois, on touche du bois, on n'a jamais eu d'accident. Mais c'est sûr que si jamais un matin, on est un petit peu plus fatigué ou quoi que ce soit, on dit « Ah bon, ben je vais peut-être pas prendre la responsabilité de la clé des ours parce que j'ai peut-être peur aujourd'hui de faire une erreur. Puis si je fais une erreur, ben un collègue peut être gravement blessé ou moi-même, je peux être blessée. » Puis la clé des ours, ça veut dire que ça, c'est pour gérer tout le système de barrières et de grillage, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on est minimum 2 personnes chaque jour parce qu'on va jamais seul aux ours. Mais on peut être jusqu'à 4 personnes que la clé des ours qu'on appelle là, entre nous. Donc, c'est la clé qui permet de faire tous les transferts, de rentrer à l'intérieur des quartiers des ours. Évidemment, on n'est jamais en contact direct avec les animaux, avec les ours. Jamais. Donc, c'est toujours à travers des barreaux ou un grillage. Oui, on est toujours en contact, en contact protégé, qu'on appelle. Ce qui est quand même un défi de plus en entraînement, comme par exemple avec les phoques, qu'on est en contact direct, on a plus accès à l'animal. Tandis que quand on travaille avec un animal en contact protégé, comme l'ours, qui est plus dangereux, ben c'est sûr que dans l'entraînement, ça met une barrière. Alors, c'est le cas de le dire. Donc, l'ours doit vraiment nous présenter la partie du corps qu'on veut. En fait, il doit vraiment participer là, à l'entraînement. On peut pas aller le chercher là, comme on veut, là, disons. On a vraiment besoin de sa participation et on est toujours à travers les barreaux, en fait. Donc, on a un accès à l'animal, mais un accès qui est quand même minable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur? Ou non, jamais? Tu te sens confiance? Moi, personnellement, non. C'est pas vraiment dans ma nature. Je suis habituée de travailler avec des gros animaux. Mais oui, tu sais, des fois, on a des nouveaux collègues ou des gens qui viennent, qui trouvent ça quand même impressionnant. Mais c'est sûr que l'ours, ça fait 12 ans maintenant que je travaille à l'aquarium. Et l'ours, c'est l'animal que je me suis jamais tannée, en fait, ou que j'ai jamais été, comme on pourrait dire, blasée. Donc, toujours un sentiment de respect et que je trouve impressionnant, là, même si je le côtoie à chaque jour. Mais non, je n'irais pas jusqu'à dire une peur, mais oui, il y en a là, que c'est quand même impressionnant. Ben oui, c'est ça. C'est normal, là, quelqu'un qui aurait cette crainte-là. Puis qu'est-ce que ça mange, un ours, à l'aquarium? Ben, nos ours à l'aquarium vont de base, là, vraiment chaque jour, manger 3 choses. Donc, ils vont manger de la moulée. Donc, une moulée qui est spécialement conçue pour les ours blancs, qui est très, très haute en gras. Ça, c'est le masuri qu'on appelle. De la moulée masuri, oui. Ensuite, on va leur donner de la viande, qui est de la viande chevaline, qui est aussi avec des additifs de vitamines à l'intérieur, donc qui est spécialement pour les carnivores. Et ils vont manger aussi du poisson. Donc, on va leur donner ici du hareng, mais des fois, on va compléter avec d'autres espèces de poissons, donc du maquereau, du capelin en enrichissement. Puis qu'est-ce qu'on leur donne si on veut vraiment leur faire plaisir? Là? On se dit, ils vont vraiment aimer ça. Ça, là. C'est vraiment la base de leur diète. Et chaque jour, on va quand même ajouter là, certaines petites surprises, on pourrait dire, certains enrichissements. Donc, on va avoir des fruits et légumes à tous les 2 jours environ. Ils vont être quand même fervents là, des fruits sucrés. Donc, quand on parle de melon, des choses comme ça. Et surprenamment, la salade.
Ah oui? Oui, Ils vont aiment quand même la salade? Parce qu'on s'entend qu'en Arctique, il n'y a pas de salade. Non, il n'y a pas beaucoup de salade. Mais ils vont quand même aimer ça, les carottes aussi. Donc, en fait, tout ce qui est fruits et légumes, il y a des choses qu'ils ne préfèrent pas, c'est sûr. Donc, on parle des agrumes, donc c'est plus surette un petit peu. Ouais. Tomates, bananes, donc des choses plus amères. Ensuite, on va aller aussi là, jusqu'à ce que notre imagination nous arrête. On peut leur donner des dattes, des œufs. Et quand on veut vraiment aller chercher quelque chose de fort, là, exemple pour un entraînement qui est plus demandant pour un animal, là, on va même travailler avec du beurre de pinot ou du saindoux. OK, Donc, ça, c'est comme la gâterie suprême. Ouais, les ours, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un métabolisme pour supporter une alimentation très grasse. Parce que parfois, quand ils vont chasser le phoque, ils vont seulement consommer le gras et même des fois laisser la viande. Ah ouais. Nous, à cette alimentation-là, notre corps ne serait pas capable de supporter. Là. Notre cœur, on aurait une bonne crise de foie. On mettons. aurait une bonne crise de foie. Eux n'ont pas ce problème-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des bonnes cuillerées de saindoux, là, de gras pur. C'est très appétant pour eux. Et le côté sucré encore, là, du beurre de pinot, de la mélasse. On peut, là, les céréales. Des fois, on leur fait même des petites pâtes. Là, donc, on peut vraiment compléter avec tout, mais évidemment avec parcimonie, en faisant attention là, de respecter les normes. Puis, pas le sucré, ils aiment bien ça, mais c'est un peu comme un enfant, il faut les contrôler. Parce qu'on regarde quand même une bonne santé dentaire. Là. Bulle de vie d'ours. Malgré sa taille imposante, jusqu'à 600 kg pour les mâles et jusqu'à 300 kg pour les femelles, l'ours blanc flotte très bien dans l'eau. L'importante couche de graisse qu'il possède et les poils creux remplis d'air agissent comme une grosse bouée. Il peut donc nager plusieurs jours sans s'arrêter et franchir des centaines de kilomètres en un seul voyage. Où est-ce qu'ils dorment, les ours? Est-ce qu'ils dorment dehors ou est-ce qu'ils ont des lits? Les ours ont le choix, en fait, de transférer à leur guise à l'intérieur ou à l'extérieur au courant de la journée. Donc, on peut les voir dormir à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Donc, c'est vraiment leur choix. Souvent, quand ils vont dormir à l'intérieur, on va les voir directement au sol ou même sur un hamac. Ils ont un hamac à l'intérieur. Donc, il doit être solide, j'imagine. Très solide. Très grand aussi, c'est pas un hamac de maison. Là. C'est fait avec quoi, un hamac? C'est fait avec des hausses de pompier. Ah. Donc, c'est très résistant, solide. C'est un des seuls matériaux là, qui vraiment... qui vont pas briser, c'est ça. Dans le temps. C'est pas indestructible, mais ça dure quand même très longtemps avec nos ours. Sinon, dehors, l'hiver, on va les voir se creuser des petits nids. Donc, c'est vraiment un tout petit rond là, qu'ils vont creuser. Ils vont dormir en petites boules là-dedans. Donc, ça devient très glacé. Là. Quand on rentre dans l'enclos, on voit les nids un peu partout. On leur fournit aussi de la paille et de la laine de bois. Donc, des fois, ils aiment ça dormir couchés sur ça. Là-dessus. Ouais. Fait qu'ils ont vraiment le choix. Là. C'est vraiment... très diversifié. Est-ce qu'ils ont une routine de dodo, un peu comme... ou non? Est-ce qu'ils vont faire des choses avant de se coucher ou non? Ils vont se coucher. Ils vont pas nécessairement faire des choses typiques avant de se coucher, mais oui, chez certains individus, on voit une routine. Par exemple, l'été, Chouka aime bien sa sieste d'après-midi. Ah, OK. Au soleil, surprenamment. Ah oui, même à 30 degrés. Oui, même à 30 degrés, des fois, il va choisir de se coucher plein soleil. Bon, fait que c'est son choix, s'il est bien, et il n'y a pas de problème. Sinon, ben, la nuit, ils vont quand même dormir plus que le jour, mais il y en a des lève-tôt. Donc, ça varie vraiment d'un ours à l'autre, puis dans la saison aussi. C'est quand même différent. Puis si jamais vous voulez qu'ils dorment à l'intérieur, comment vous faites pour appeler des ours à venir à l'intérieur? Oui, ben en fait, ça fait partie des bases de l'entraînement que les ours fassent leur transfert correctement. C'est très, très important parce que si on veut avoir accès à l'enclos, s'il y a une urgence, on doit avoir un animal qui transfère bien à l'intérieur. Si c'est blessé aussi. Donc, chaque matin, les ours vont rentrer. On les appelle simplement, mais souvent, ils savent puis ils nous attendent déjà à l'intérieur. Mais sinon, vous les appelez par leur nom, puis ils viennent, comme un chien, oui, admettons. exact. Fait que, tu sais, les appeler par leur nom puis que l'animal réponde, c'est vraiment un entraînement comme un autre, comme demander de voir en dessous des pattes
tatou dans la gueule. Donc, répondre à son nom, c'est un entraînement comme un autre. Donc, ils connaissent bien leur nom, ils connaissent bien notre voix aussi. Oui. Votre odeur, possiblement aussi, parce qu'ils ont un super odorat. Ouais, c'est sûr qu'ils connaissent notre odeur. Puis, même si on sent quand même beaucoup le poisson. Là, mais vous sentez si bon. On sent si bon. Ouais, on est reconnu pour notre odeur, les entraîneurs. Heureusement, ça part bien après une douche. Oui, j'espère pour vous. Fait que oui, ils répondent bien à leur nom, puis sont habitués de transférer. Donc, on ferme les portes derrière eux. On les enferme jamais longtemps à l'intérieur. Ouais. Les seules fois que dans la journée qu'on va les enfermer, c'est pour nous aller faire le nettoyage de l'enclos extérieur. Puis pendant ce temps-là, c'est là qu'on va en profiter pour donner leur moulée. OK. Donc, pendant ce temps-là, eux, ils vont manger leur moulée. Puis donc, vous vous assurez qu'ils ne vont pas manger la moulée l'un de l'autre. Ils ont vraiment chacun leur ration. Oui, à l'intérieur, on va les séparer, surtout quand on donne de la nourriture. Donc, ça va être important pour justement pas qu'il y ait de bataille. On a Shuka qui est quand même qui fait une protection de ressources. Donc, on voudrait pas qu'il y ait des blessures. Puis même, il y a certains moments dans l'année où l'appétit est plus fort que tous les ours là, vont faire une certaine protection de ressources. Et protection de ressources, dans le fond, ça, c'est quand il veut pas que les autres, il va mal réagir si les autres veulent prendre sa nourriture, mettons. C'est ça. La nourriture devient son précieux. Oui, OK. Puis ça, on veut pas ces comportements-là. On essaie que non. Ça reste quand même le plus grand prédateur terrestre. Quand ils ont faim, ils ont faim. Puis je veux dire, c'est normal. C'est normal. On va pas encourager, on va pas faire en sorte de provoquer ce comportement-là. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'on va les séparer pour donner la nourriture. Ça va nous aider beaucoup. Les moments dans l'année où on sait qu'ils ont plus faim, donc souvent, ça va être l'été. Donc, on va pas donner quelque chose de fort comme de la viande à tout le groupe. Donc, on va vraiment essayer là, que chacun ait sa portion puis d'éviter les batailles inutiles. Ouais. Mais l'appétit varie beaucoup dans l'année. Il y a des moments dans l'année où ils ont vraiment moins faim puis que on peut donner la viande de façon plus communautaire, on pourrait dire, puis qu'il n'y aura pas de bataille. Fait qu'on apprend à connaître nos ours, puis connaître leurs réactions, connaître leur cycle aussi dans l'année. Tu en as glissé un petit mot par rapport à l'entraînement, puis ça m'amène à parler avec Lorraine de tout ce qui est entraînement. Peut-être que les gens l'ignorent, mais on a tout un programme d'entraînement des ours à l'Aquarium du Québec qu'on appelle les entraînements biomédicaux. C'est quoi ces entraînements-là? Oui, les entraînements médicaux, ça va être tous les entraînements qui nous aident à soigner nos ours qui participent volontairement de leurs soins vétérinaires. Donc, par exemple, on pense toujours en avance de tout ce que nos animaux vont avoir besoin pendant leur vie, tous les examens. Par exemple, un vétérinaire, il faut qu'il voie les dents de mon ours. Donc, il faut que mon ours apprenne à montrer ses dents. Donc, tous les entraînements biomédicaux sont pensés par les routines vétérinaires qu'on a à faire à l'aquarium. Bon, comme quoi, par exemple? Ça peut être des vaccins, puis des prises de sang? On veut minimiser nos besoins d'anesthésie en animal pour faire les examens routiniers. Donc, oui, on fait des prises de sang volontaires, on fait des vaccins volontaires à toutes les années, on fait des échographies, des radiographies, on fait l'examen routinier comme montrer les pattes, ouvrir la bouche, toucher les dents, toucher les oreilles, mettre des gouttes dans les yeux. Donc, c'est vraiment un gros répertoire. On travaille vraiment proche avec l'équipe de santé animale, exactement pour qu'ils nous parlent de quels sont leurs besoins. Et nous, on adapte ça pour qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos animaux. Ils ont combien de commandements, à peu près? Ça varie beaucoup d'un individu à l'autre, mais certainement, les ours sont plus une vingtaine, trentaine de comportements. Quand même. Donc, ils sont très intelligents. Oui, c'est un des animaux les plus intelligents que j'ai déjà travaillé. Ils sont vraiment expressifs. Donc, c'est facile à comprendre les chemins que ton animal va faire pour certains comportements. OK. Donc, c'est plus facile. OK, donc vous allez, admettons, ils doivent se coller contre le grillage parce que si jamais vous voulez prendre un vaccin, donc la commande, ça va être... Oui. Vous leur dites quoi pour qu'ils se collent? On dit qu'on décortique l'entraînement. Par exemple, si je veux que mon ours colle son épaule, il faut qu'il commence à coller sa face. Donc, je le présente en target, que c'est un outil qu'on utilise beaucoup, pour qu'il commence à coller son nez.
Et là, il va avoir un renforcement parce qu'il vient de virer la tête vers l'endroit que je veux. Un peu plus loin qu'il va suivre sa tête, il va commencer à coller son épaule. Je vais renforcer ça. Donc, on va par étapes. On travaille l'entraînement par étapes toujours et jusqu'à qu'on arrive au comportement complet. Donc, on a en commande, par exemple, colle. Mais quand les gens nous voient faire ça au complet, ça semble vraiment que l'animal a appris ça tout de suite. Mais non, il y a des étapes à suivre pour arriver au comportement qu'on veut. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont plus rapides que d'autres à apprendre les comportements, sûrement? Ça dépend, surtout la tolérance à les manipulations. Surtout ça. On a la même intelligence, je dirais. Ouais. Mais c'est juste, par exemple, Kinook, il accepte plus d'être touché, de se faire toucher un peu partout. Faire taponner. Donc, il aime ça, ça ne le dérange pas dès qu'il a sa bouffe. Shuka, par exemple, il est un peu plus réticent. Il va être plus grognon. Oui, c'est ça. Donc, ça va avoir plus d'étapes pour Shuka pour qu'on arrive au comportement que pour Kinook. Mais on est capable de travailler tous nos animaux pour faire toutes les... Et qu'est-ce qui arrive s'ils veulent pas coopérer? Un moment donné, ça leur tente pas de faire... Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? S'ils veulent pas faire, c'est qu'on va changer de comportement la journée et on va le demander après. Donc, c'est toujours, je dis, la résilience avec nos animaux parce que parfois, il faut que tu retournes quelques pas en arrière et après... Tu vas réussir, par exemple, Humphrey, j'ai travaillé la prise de sang. Et parfois, je voyais qu'il a sa patte gauche, il n'aime pas qu'on la touche. Ah non? Donc, j'ai changé pour la droite. Et là, c'était correct. Plus. Oui. Donc, c'est vraiment d'apprendre à connaître ton animal et tester ses limites. Donc, c'est un peu par essai-erreur aussi quand vous faites ça, oui, c'est Cléo essai-erreur. C'est Laurent. vraiment que chaque animal a sa personnalité, son caractère. Et donc, c'est vraiment de essai-erreur et de tester comment ton animal sent mieux. Puis, est-ce que c'est très long à prendre des nouveaux comportements? On parle de 1 mois, 1 an? Ça dépend vraiment de la complexité de ton comportement. Par exemple, un target, c'est juste que ton animal touche le nez sur... Un target, c'est une cible. Dans le fond, c'est un cible. bâton avec une boule au bout. Oui. Ouais. Juste qu'il touche le nez, ça peut prendre juste une journée. 3, 4, et ça, il va comprendre vraiment vite. Donc ça ne demande pas tant de manipulation, mais la prise de sang, ça peut prendre plus qu'un an. Ah oui? Enseigner ça. Donc, ce serait le plus difficile à apprendre aux autres? Oui, la prise de sang, ça arrive comme, je pense que c'est le plus difficile des comportements, c'est vraiment la prise de sang parce que ça, en plus, ton animal, il faut qu'il tolère la douleur et qu'il reste beaucoup de temps immobile parce qu'il ne peut pas bouger beaucoup la patte parce que sinon, ça sort de la veine, la gueule. Donc, c'est vraiment quelque chose que c'est un peu plus complexe. Et la pâte, il la met dans un grillage spécial? Oui, on a des sleeves, c'est vraiment des manches en métal qui ils mettent leurs pattes. Donc, c'est là qu'on va travailler. C'est là que les techniciens en santé animale vont avoir accès pour toucher la patte. Donc, il faut qu'ils tolèrent la manipulation pour qu'ils trouvent la veine. Nos techniciens en santé animale ne peuvent pas raser l'os à chaque fois qu'ils ont besoin de faire une prise de sang. Donc, ils sont vraiment bonnes à trouver la veine. J'imagine que la récompense est excellente dans ce temps-là. Oui, dans ce temps-là, on donne peut-être du Saint-Doux. On va avec les renforcements les plus forts de chaque animal. Kino, que je sais qu'il aime beaucoup la boîte peanut. Humphrey, il aime beaucoup les poissons. Donc, on varie avec une sorte de poisson qu'il aime beaucoup. Donc, on va avec les renforçateurs les plus forts qu'on peut. Oui, je comprends. Donc là, ça, ce sont des entraînements biomédicaux. Cléo en a parlé aussi un peu tantôt des enrichissements qu'on donne, des enrichissements spéciaux. Ça, c'est pour... c'est quoi? Puis c'est pourquoi on fait ça, des enrichissements? L'enrichissement, c'est un ensemble de techniques qui visent à augmenter le niveau de bien-être de nos animaux. Donc, la chose, c'est que on veut que nos animaux présentent le plus possible des comportements naturels. Donc, l'enrichissement vient nous aider à augmenter les répertoires. Je dis toujours que les mots-clés, c'est les choix. Donc, nos enrichissements viennent augmenter les choix de nos animaux. Ils viennent leur donner l'opportunité d'exprimer des comportements naturels. Par exemple, les ours en nature, ils vont briser la glace avec leurs pattes. Ils vont faire un mouvement comme si c'était une réanimation cardiaque. On dit ça. Et nous, on fournit des barils. On comprend qu'il n'y a pas de barils dans l'Arctique, mais des barils bleus
Ouais. gros baril bleu. On vient fournir ça et les ours vont présenter les mêmes comportements qu'on voit en nature. Donc, ils poussent dessus Ils comme pour poussent les dessus. écraser. Oui, exactement. Ils poussent dessous. Ça, c'est un comportement très naturel chez les ours blancs. Et on fournit un outil pour qu'ils présentent un comportement naturel. Donc, tous nos agissements sont pensés pour fournir les opportunités de faire des comportements naturels. Mm-hmm. Donc, si on va cacher la nourriture dans un jouet, on va prolonger l'état que mon animal va dépenser à chercher sa bouffe. Donc, ça Parce qu'il faut qu'il travaille, travaille pour aller chercher sa nourriture. Oui, on va donner des opportunités pour qu'ils occupent leur temps comme en nature un animal occuperait. Par exemple, si un animal en nature, il se réveille, il ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Il va passer beaucoup, beaucoup de temps à chercher sa bouffe. Nous, on comprend qu'ils ont fait une chaudière pour nos ours. Donc, si on donne tout le matin, ils n'ont rien à faire toute la journée. Donc, on veut vraiment qu'ils dépensent plus de temps à chercher la nourriture. En fait, ça les stimule intellectuellement, j'imagine. Exactement. Ça vient toujours, quand on fournit des agissements, parfois, ils nous présentent un nouveau type de comportement, au fond, une manipulation différente de l'objet. Donc, ça augmente leur répertoire comportemental. Et je pense que vous faites aussi des fois des enrichissements pour l'odorat avec des odeurs. Oui, les ours polaires ont un très bon odorat. Ouais. Donc, parfois, on cache de la nourriture partout. Surtout avec la neige, on peut cacher bien sous la neige les choses. Donc, ils peuvent passer comme 3-4 heures à chercher des morceaux de poisson qu'on cache dans la neige. On travaille aussi avec des odeurs. Par exemple, on a de la lavande, de l'eucalyptus, on a de la vanille. Donc, parfois, on met ça dans leur enclos comme ça. L'animal est comme, il y a quelque chose qui a passé par ici. C'est un nouveau odeur dans mon enclos. Donc, on essaie de stimuler leur odorat aussi. Donc, finalement, on ne veut pas que leur quotidien soit banal. Exactement. On veut vraiment qu'un animal ait plus de stimulation intellectuelle, mentale possible. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont tellement l'odorat développé qu'admettons qu'il y a des visiteurs devant l'habitat des autres, ils peuvent même savoir ce que le visiteur a mangé? Oui. Si on dit qu'il y a un article en ours, ils peuvent sentir à 30 km une fois, que je pense que oui. Je pense qu'ils doivent très bien savoir qu'est-ce que les parfums que quelqu'un porte devant leur enclos. J'ai entendu dire que toi particulièrement, que tu faisais un enrichissement assez particulier avec Humphrey. Je pense que c'est avec un instrument de musique. Oui, on a découvert ça. C'est un autre entraîneur, Félix, il avait déjà fait des séances de musique avec les autres 2 ours qu'on a. Et ils ont un intérêt modéré, mais Humphrey, il lâche tout qu'il est en train de faire pour écouter de la musique avec nous. Donc, on joue le ukulélé, il vient, il se couche avec nous, il peut rester 30-40 minutes à entendre de la musique. Donc, on fait ça. C'est un autre sens à développer, les ours. Ils l'écoutent très bien. Donc, on va aller chercher ça. Pour Humphrey, ça semble vraiment avoir un gros effet. Donc, même dans les périodes qu'il est plus stressé, qu'il est plus hormonal, on voit qu'il répond très bien. Il lâche tout ce qu'il est en train de faire. Il vient nous rejoindre. Puis Humphrey, c'est comme celui qui est un peu plus anxieux, donc j'imagine que ça doit l'apaiser. On peut penser ça? Oui, exactement. C'est ça qu'on voit, qui est même après que la séance de musique est finie, on voit qu'il a un comportement d'aller se coucher ou d'aller un peu rouler sous la neige au lieu de retourner faire des comportements de stress. Oui, lui, il a des comportements d'anxiété qu'on voit plus que les autres. Comme on pourrait avoir chez les humains. Parce que des fois, mon Dieu, c'est donc bien triste. Mais en fait, c'est comme chez les humains. Oui, comme nous, s'il y a quelqu'un qui a l'habitude de ranger les ongles ou de toucher à quelque chose, ou même de se tourner un bout de cheveux. Oui, si on shake la jambe. Donc, c'est une chose qu'on présente aussi nous. C'est juste que chez les animaux, parfois, c'est plus flagrant. Ouais. On se rend plus compte qu'ils font ça. Donc, oui, c'est ça. Et on vient exactement chercher des outils pour l'apaiser un peu. La musique, ça vient beaucoup nous aider dans ces cas. Ah, c'est vraiment cute. Bulle de vie d'ours. L'ours blanc n'est pas blanc. En fait, ses poils sont translucides et sa peau est noire. C'est l'effet de la lumière qui réfléchit sur ses poils qui donne l'impression qu'il est blanc. Cléo et Lorraine, j'aimerais ça faire un petit segment avec vous de bulles en rafale. Donc, c'est des petites questions rapido sur vos ours. Quel ours est le plus gourmand, selon vous?
Shuka. Ouais, Shuka? j'irais avec Shuka aussi. Shuka, chaque morceau de nourriture compte pour lui. Puis il fait un peu de protection de ressources en Ouais. même temps, donc il veut tout pour lui. Sa diète est quand même élevée puis plus stable un peu que les autres ours au courant de l'année. Et drôlement, c'est le plus petit. Mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il est plus dodu? Non. Non, ben, il vient quand même de du là, l'été, mais en termes de poids, c'est le plus petit. Quand Il même. pèse combien? Il est plus dans les 400. Ouais, 400. 450 en moyenne, là, Oui. Shuka. Alors que les autres, on peut aller chercher du 500. Même Kino compense peut-être un 600 cet été. 600 kilos? Kilos, effectivement. Good. D'accord. Qui est le plus grognon? Shuka, je pense. Vous l'avez dit à quelques Shuka, il reprises. coche beaucoup de cases. Ouais, je dis que Shuka, il est plus vocal que les autres. Il parle beaucoup. Oui, parce qu'ils ont ils communiquent entre eux, j'imagine, parfois. Ouais, ils communiquent, bien évidemment, par le son, les grognements, mais ils vont communiquer aussi beaucoup par le langage corporel. Donc, dans leur expression. Peux-tu nous donner des exemples? Des retroussements de babine, la position de la tête, des oreilles. la position du corps, des oreilles. Donc, des fois, juste leur expression dans les yeux, on va voir. Qui est fâché ou pas content? Oui. Leur visage change beaucoup là, entre le mode fâché ou le mode calme. Et le mode content, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Le mode content, ben, je dirais le mode calme. Calme. Mais oui, ça va être un ours plus détendu. Donc, s'ils retroussent les babines, ça, c'est pas bon signe. Non. C'est pas... oui, le retroussement de babine, mais souvent, ils vont... les lèvres supérieures et inférieures vont pointer. Ouais. Ah. Donc ça va être... j'aime pas la situation présentement. Si ça continue, ça se peut que je devienne soit agressif ou que je réagisse. Ouais. C'est souvent un avertissement. Là. Et c'est ça. Shuka, il donne moins d'avertissements. Non, Shuka, c'est tout de suite. Ouais, Shuka, c'est tout de suite. Kino, qu'on voit souvent, on dit qu'il fait son point dessus. Donc, il fait en 2 minutes de comme j'aime pas ça. Et après, il grogne. Ouais. Shuka, il grogne déjà. Il dit tout de suite. Il dit tout de suite. OK. Qui est le plus calme? Humphrey? Humphrey. Kino? Oui, Humphrey. Ouais. Humphrey, c'est le plus tranquille. Quand aussi, on parle de que les périodes plus tranquilles, les plus calmes de l'année, l'été, les plus tranquilles. OK. Mais effectivement, Kino, c'est le plus stable. Mais plus stable. Mais Humphrey, c'est vrai qu'il va moins réagir. Oui. Il va être plus calme dans toute situation. Qui est le meilleur élève? Humphrey. Tu penses? Oh, non, pardon. Kinook. J'étais comme plus Kinook. Kinook, c'est le meilleur élève? Oui. Donc, lui, il apprend plus rapidement? Il apprend plus rapidement qu'est-ce qui est comportement médical parce que c'est lui que ça dérange. Ça le dérange moins d'être touché. Il fait plus confiance. Mais des comportements comme... tourner sur le côté, ça peut prendre 6 mois. Mais il a ça. Ça dépend. Shuka est bon pour les comportements non médicaux. Shuka, on dit qu'il est vraiment bon dans les free shaping qu'on appelle. Ouais. C'est comme tu donnes, par exemple, Félix fait beaucoup ça avec lui, tu donnes quelque chose et qu'il fasse un nouveau comportement avec cet objet-là. Il est assez rapide. Il comprend ça rapidement. Oui. S'il n'a pas à être touché, Shuka, il comprend quand même vite. Kino qui va être vraiment performant en tout ce qui est médical à cause de ce trait de personnalité-là. OK. Ouais, mais je pense que les meilleurs élèves, Kinook. Ouais. OK, on s'entend pour Kinook. Qui est le plus joueur? Ah, ça, c'est... Tu sais qu'il y en a un qui s'empile toujours des trucs sur la tête. Kinook et Shuka, c'est vraiment partagé, les deux. Oui, dans la saison, d'une saison à l'autre, ça varie, mais Shuka, il interagit beaucoup avec les enrichissements. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il va faire, mettons, comme est-ce que c'est lui qui je sais qu'il y en a un qui se met des cônes sur la tête. Ça, c'est Kinook. Kinook aime ça, se faire des chapeaux avec les objets. Fait qu'il y a ce côté-là. Ça va être plus l'été qu'on va le voir faire ça. Shuka aime mettre les choses sur sa tête, mais plus la tête dans des objets. Il aime aussi se rentre la tête dedans. Oui, il aime aussi aller titiller ses congénères pour jouer quand ça tente à personne, mais lui, ça y tente. Ouais. Fait que peut-être Shuka le plus joueur. Oui, parce qu'il cherche les autres pour jouer aussi, même quand ça les tente. Oui, mais ça dépend des saisons. Qui est le plus pantouflard? Humphrey? C'est quoi pantouflard? Pantouflard vraiment un peu paresseux, un peu... Humphrey. Sans aucun doute. Humphrey. Là, la question qui tue.
quel est votre petit préféré? Et vous êtes obligé de répondre. Ben c'est pas vraiment une question qui tue parce que dans le fond, on est entraîneur attitré à un ours. À un ours. Fait que c'est sûr qu'on a un penchant pour notre ours. Fait que moi, je dirais Kinook. Ouais, moi, c'est Humphrey. C'est mon premier coup de cœur qui joue à l'aquarium. Donc, oui? Oui. Ah. Les moments que je l'ai vu arriver, je fais comme... Oh. Ça a été un coup de cœur. Wow. Ah, Oui. c'est donc bien mignon. Pourquoi? Je pense que sa personnalité, son caractère, vraiment venu me chercher. C'est comme la confiance qu'il faisait à ses entraîneurs, même à Toronto, quand j'ai vu que la relation qu'il avait avec Erika, j'étais comme, c'est un beau bonhomme. Ah, c'est intéressant. Donc voilà, c'est tout pour le segment Bulle en rafale. Vous avez bien répondu, mesdames. Bulle d'experts. L'ours blanc a de la compétition. Selon un groupe de recherche canadien qui a observé la vie faunique autour d'une île dans la baie d'Hudson, les étoiles de mer de la famille Pterasteridae seraient les plus grandes prédatrices de l'Arctique, ex aequo avec l'ours blanc. Ces étoiles de mer carnivores se nourrissent de carcasses de mammifères marins qui se déposent au fond de l'océan, en plus de se délecter de concombres de mer, d'éponges et de mollusques. Étonnamment, elles trônent au sommet de la chaîne alimentaire. Pas si inoffensif que ça, ces étoiles de mer. Donc, on poursuit avec Marie-Pierre Lessard, la directrice de la conservation. On va parler avec toi, Marie-Pierre, de reproduction parce que les ours blancs en milieu zoologique, il y a quelques années, c'était pas recommandé de faire de la reproduction. Et en fait, pourquoi? En réalité, ce qu'on veut, c'est subvenir aux besoins en milieu zoologique, garder une biodiversité. Et pour garder une belle biodiversité, souvent, ce qu'on peut faire, c'est récupérer des orphelins qui proviennent du Nord. Donc, il fut une époque où on a eu quand même plusieurs orphelins et on donne vraiment la priorité à ces animaux-là pour leur offrir comme une deuxième chance de survie parce que des petits laissés seuls dans le Nord à un âge trop jeune, en réalité, là, il n'y aurait pas beaucoup de chances de survie. Donc, on laissait vraiment priorité là, à ces animaux-là dans le temps. Et là, depuis quelques années, là, on n'en a pas re-eu, donc autant ici au Québec là, que partout au Canada. Il y a aussi un volet qui est au niveau du SSP, là, c'est un programme là, pour surveiller justement là, les populations d'ours en milieu zoologique en Amérique du Nord. Et avant, on avait une collaboration avec les États-Unis qui était très étroite. Et avec le temps, là, il y a beaucoup de règles qui se sont ajoutées là, au niveau de l'importation et l'exportation des ours. Donc, les règles se sont resserrées pour avoir la permission d'envoyer des ours au niveau des États-Unis là, pour faire des programmes de reproduction, d'éducation, de la conservation. Ce qui fait que notre capacité de garder des ours en milieu zoologique au Canada a vraiment diminué. Mais là, justement, au Canada, les ours sont vieillissants. Il y a plusieurs institutions qui ont perdu des ours, comme nous, dans les dernières années. On a perdu notre chat Eddie à l'âge vénérable de 21 ans. Ouais. Donc, on recommence donc à vouloir avoir des nouveaux ours en milieu zoologique. Mais juste une précision, parce que parfois, les gens pensent qu'on va chercher des ours en nature, tout en santé, qu'on les ramène. Donc, ça... C'est pas ça du tout de ce qu'on entend. On a vraiment deux options. C'est vraiment soit un animal qui a besoin d'aide, qu'on pourrait dire, donc sa survie est vraiment compromise en milieu naturel, un orphelin, un animal blessé. Et encore là, ça se fait pas tout seul du jour au lendemain. Il faut qu'on ait les permis, il faut que le gouvernement nous donne la permission parce que c'est des animaux qui sont protégés. Donc, il faut vraiment, c'est des longs processus qui est très réglementé. Et sinon, on a la reproduction en milieu zoologique qui est faite en collaboration là, avec les autres institutions. Donc, on se parle entre nous pour savoir c'est quoi les besoins, confirmer les génétiques aussi parce qu'on veut aussi garder une belle biodiversité, une belle génétique dans nos ours. Donc, on se parle entre nous et quand on voit là, le besoin qui arrive là, d'avoir des nouveaux ours, on le fait là, en collaboration avec les autres institutions. Malheureusement, avec les changements climatiques, la population des ours blancs est en déclin et je pense que tranquillement, pas vite, on recommence à autoriser la reproduction entre certains individus dans le milieu zoologique. C'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. Donc, ici, on n'échappe pas à la règle. Nous, on a 3 mâles. Donc, il y a un plan qui est prévu avec un de nos ours qui va aller se reproduire. C'est Humphrey, hein? Oui, en plein ça, c'est Humphrey qui a été choisi là, pour aller se reproduire. Donc, dans les prochains mois, là, il va aller faire un voyage dans une autre institution zoologique pour pouvoir aller se reproduire. Pourquoi c'est Humphrey qui a été choisi? Est-ce que ça aurait pu être Kinook ou Shuka? Kinook et Shuka ont la capacité de se reproduire. Ils sont peut-être pas encore assez complètement matures là, pour être convaincus là, de
de l'efficacité de la reproduction. Parce qu'ils ont 7 ans. Oui, hein? c'est ça. Donc, Humphrey, lui, a 13 ans, donc il est en plein... c'est un jeune adulte en pleine vigueur. Fringant, en pleine vigueur. Et aussi, le fait, c'est que les femelles avec lesquelles il va être jumelé, c'est les deux mères de Shuka et de Kinook. Donc, quand on parlait tantôt de génétique, de vouloir garder une belle génétique, on ne voudrait pas reproduire là, un jeune avec sa mère. Puis, ça nous permet aussi que Humphrey, vu qu'il ne vient pas de l'une des deux mères, on peut le mettre en contact avec les deux mères à la fois. Donc, ça nous donne plus de chances d'avoir un petit à l'autre bout. Donc là, il sera transféré donc au cours des prochaines semaines. Comment on fait pour encourager la reproduction? Est-ce qu'il y a des trucs ou non, on laisse faire la nature? Bien, on va laisser faire la nature parce qu'on a la chance que les deux femelles avec qui Humphrey va être jumelé, c'est des femelles qui ont déjà eu des petits. Donc, on a eu plusieurs conversations là, avec les gens de Saint-Félicien, où est-ce qu'il s'en va. Et on me dit à l'oreille que les femelles savent très bien comment ça se passe et que lorsque la période de chaleur arrive, elles savent très bien comment communiquer leurs besoins aux mâles. Donc, on a l'expérience en notre faveur et cette année, si je ne me trompe pas, là, Cléo et Lorraine pourront me reprendre, mais Humphrey là, démontre parfois là, quelques signes là, de reproduction. Là, ah oui? Ça peut être quoi? Oui, il essaie de monter Shuka. Ah, OK. Oui, donc, même si c'est des mâles... On attend qu'il va faire avec les femelles. Donc, on a cette signal qu'il va savoir quoi faire aussi. Ah bon, ben c'est bon. C'est un bon départ. Bon, et si jamais ça fait des bébés, ça fait des oursons, qu'est-ce qui arrive aux oursons? Comment ça se passe pour les oursons qui s'en occupent? Est-ce qu'ils sont laissés avec leur mère? Dans un monde idéal, c'est ça qu'on veut. On veut que la mère s'en occupe le plus longtemps possible. Si on prend le cas de Chinook, c'est comme de Kinook et de Shuka, c'est comme un mix des deux. De Kinook et de Shuka, ils ont été élevés par leur mère jusqu'à l'âge de pratiquement 2 ans avant là, d'être transférés ici à l'aquarium. Donc, on espère que ça soit ça. Ça assure est-ce que ça assure des meilleurs comportements chez les bébés si on les laisse plus longtemps avec leur mère? Selon l'expérience de certaines institutions, si on regarde les comportements des 3 ours qu'on a ici, Shuka et Kinook ont moins de comportements de stress qu'Humphrey. Et Humphrey a été élevé au bureau. Ah! Et Shuka et Kinook ont été élevés par leur mère. Donc, on peut penser que ça pourrait être dans les facteurs qui ont influencé son comportement. C'est des facteurs qui peuvent influencer. Oui, OK. Donc, c'est ça. C'est le premier vraiment pour s'assurer que la femelle puisse transmettre des comportements plus naturels, puis justement, à rassurer son bébé. C'est le lien maternel est quand même important. Et sinon, si jamais la femelle n'est pas en mesure de s'occuper de son bébé, ben là, ça sera l'équipe là, de gardiens, là, l'équipe de vétérinaires là, aux Zoos de Saint-Félicien qui vont prendre soin d'eux là, jusqu'à ce qu'ils soient capables d'être autonomes. Sinon, est-ce que les mâles ont un rôle là-dedans dans la famille? Est-ce que c'est des bons pères? À part la conception. Ça n'a pas l'air à avoir un visage. Ça pas mal à la conception. OK, donc ils ne sont pas très paternels. Non. Donc, c'est plus les mères qui s'occupent des oursons, c'est ça? Oui. OK. Et puis, comment... Bon, donc, Humphrey va être éventuellement transféré le temps de se reproduire, on l'espère. Comment on transporte ça, un ours de 500 kilos? Est-ce qu'il fait, c'est ça, 500 kilos? Il est à 400, presque 67. 467 kilos, donc comment on transporte ça? Bien, avant de le transporter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une cage dans les quartiers intérieurs. Donc, on veut entraîner Humphrey à rentrer de façon volontaire dans sa cage. C'est ça qu'on a commencé à faire là, depuis la semaine dernière. Ah oui? Est-ce que c'est difficile? Oui, on a débuté l'entraînement. Il a déjà fait un voyage à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Donc, il connaît déjà la cage de transport. Donc, ça enlève un peu le stress. Ça devrait bien aller. Donc, il a rentré les 4 pattes la première fois. Donc, il n'est pas à l'aise encore dans la cage de transport. On poursuit l'entraînement, mais on a un bon début. Puis, donc, il embarque dans la cage. Ensuite, puis par camion. Le matin, oui. Donc, le jour J, on va donc faire rentrer Humphrey de façon volontaire dans sa cage. On a un transporteur là, qui vient nous voir, avec qui on travaille de manière régulière, là, qui est habitué à nos règles et à nos besoins. Donc, Humphrey va être transféré là, dans un camion avec tous les effets nécessaires. Donc, on va mettre avec lui là, de la nourriture pour quelques jours, le temps de transférer la diète pour être sûr qu'il s'acclimate bien là-bas. On va partir une bonne équipe, là. Donc, il va y avoir un des entraîneurs d'Humphrey qui va suivre avec nous. Il va y avoir le conducteur, évidemment. Il va y avoir un vétérinaire et également, là, moi, je vais être là pour assurer la sécurité, là, d'un coup, juste pour
faire la supervision du protocole de sécurité parce que c'est quand même un ours qu'on transfère. Il faut aviser les autorités, il faut avoir un permis de transport également. Il faut que le gouvernement soit informé de la journée du transport. Il faut qu'il nous autorise à le transporter également. Donc, moi, je vais m'assurer que toute cette logistique-là soit... Donc, ça, toi, tu dois régler ça, toutes les règles administratives. Est-ce que ça arrive qu'un ours a le mal des transports? On n'a jamais vu non. ça. C'est jamais arrivé, non. Et c'est sûr que quand on revient, par exemple, d'une intervention vétérinaire puis qu'il y a eu une anesthésie, il faut surveiller un peu plus l'animal parce qu'il y a un retour d'anesthésie. Ouais. Mais seulement un transfert comme ça, c'est... Et tout ça, ça se déroule sans anesthésie, le transport comme tel. C'est ça notre but avec l'entraînement, c'est d'éviter qu'ils doivent être anesthésiés. Puis par expérience, on se rend compte que les ours, un coup qu'on se met à rouler, ils vont vraiment se calmer, ils vont vraiment être super tranquilles pendant le transport, ils vont se coucher, puis ils vont... Comme un bébé. En plein ça, quand tu dis, on a un bébé qui pleure à soir, on va le promener en auto pour le calmer. Là, on fait la même chose avec les ours. Principe. Et un coup arrivé là-bas, on va avoir un guide animalier, je pense que c'est Lorraine là, qui va rester avec Humphrey là, quelques jours pour s'assurer de faire le transfert de connaissances, donc d'ajuster un peu les besoins à Humphrey par rapport aux nouvelles installations dans lesquelles Humphrey va évoluer pour donner des trucs aux entraîneurs là-bas là, pour être sûr qu'il y ait toutes les connaissances sur Humphrey là, pour que la transition se passe le mieux possible. Bon, on a hâte de voir ça, si Humphrey va bien faire ça et que ça va donner des beaux oursons. C'est vraiment... on le souhaite. On le souhaite. Alors, on se croise les doigts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout ça. Lorraine et Cléo, je vous laisse retourner avec vos ours. Marie-Pierre, toi, tu vas continuer de superviser toute la conservation ici à l'aquarium. Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode de Bulle de vie. J'espère que nos spécialistes vous ont permis d'en apprendre davantage sur l'univers fascinant des ours blancs. Le prochain épisode, on vous parle d'un autre mammifère marin qu'on adore, les phoques. À bientôt!